Le 10 avril 2012, le navire de guerre philippin Gregorio del Pilar tentait d'arrêter 8 bateaux de pêche chinois qui braconnaient dans le Scarborough Shoal. Cependant, 2 navires de surveillance civile chinois arrivèrent à temps et bloquèrent les manœuvres du navire philippin, provoquant l'une des périodes les plus tendues entre les deux pays depuis 1997. Dans un esprit de détente, le Gregorio del Pilar fut remplacé par 2 navires civils, les gardes du côte et du bureau des pêches. Au pic du conflit en mai 2012, pas moins de 80 navires de pêche chinois étaient présents dans et autour du Scarborough Shoal. L'arrivée d'un typhon en juillet forçait les Philippins à partir, laissant le Scarborough Shoal de facto sous le contrôle des Chinois. Depuis et jusqu'à maintenant, des navires chinois patrouillent le récif régulièrement et chassent à coups de canon à eau les pêcheurs philippins qui viennent de la province de Zambales, sur l'île de Luzon. Durant les tensions des mois d'avril-mai 2012, le gouvernement chinois utilisait toute une panoplie d'activités afin d'intimider l'administration du président Aquino. L'une d'entre elles, par exemple, était de laisser se répandre des rumeurs dans les médias nationaux, via Internet notamment, de préparation à la guerre contre les Philippines. Le gouvernement chinois lançait aussi des mesures économiques punitives, comme le contrôle plus strict des bananes exportées par les Philippines ou l'interdiction aux touristes chinois de se rendre aux Philippines. Dès 2010, le haut magistrat de la Cour suprême, Antonio Carpio, proposait au président fraîchement élu Benigno Aquino de demander au tribunal international du droit de la mer d'arbitrer les litiges maritimes avec la Chine sur le Scarborough Shoal et des récifs d'Espratley. L'idée faisant son chemin en 2011, lorsqu'un navire philippin effectuant des mesures sismiques sur le Reed Bank fut expulsé par des navires de surveillance chinois. Cependant, c'est à la suite des événements de 2012 sur le Scarborough Shoal que le gouvernement Aquino décidait de lancer la procédure auprès du tribunal international. La procédure d'arbitration contre la Chine est lancée en janvier 2013. Les questions posées au tribunal sont les suivantes. La fameuse ligne des 9 segments qui définit les revendications maritimes de la Chine selon des droits historiques et non le droit de la mer est-elle valide? La fameuse langue de bœuf que les Vietnamiens appellent. Les éléments géologiques formant le Mischief Reef, Subi Reef, Gaven Reef et McKinnon Reef sont-ils des hauts fonds découvrants? Selon l'article 13 du droit de la mer, ces derniers sont des élévations naturelles de terrain, rochers, atolls, récifs ou bancs de sable, qui sont découvertes à marée basse et recouvertes à marée haute. Les hauts fonds découvrants ne peuvent avoir de mer territoriale et de zone économique exclusive. Un État peut s'approprier des hauts fonds découvrants si ceux-ci sont dans sa mer territoriale. Des hauts fonds découvrants situés au-delà de la mer territoriale des États ne peuvent faire l'objet d'appropriation. La troisième question, les éléments géologiques formant le Fiery Cross, Quarteron Reef et Johnson Reef sont-ils des rochers qui ne génèrent donc pas de zone économique exclusive? Et la dernière question, le Scarborough Shoal ne peut-il avoir qu'une mer territoriale de 12 000 nautiques seulement, comme un rocher, ou bien est-il une île qui peut générer une zone économique exclusive? Ainsi, les Philippines ne demandent pas au tribunal de désigner quel État est souverain sur quelle île, rocher ou au fond découvrant. Le tribunal devra statuer sur les étendues maritimes possibles autour de certaines îles, rochers, etc. Et ceci, quel que soit l'État souverain. La poldérisation d'Espratley. Face à cette demande d'arbitration par les Philippines, la Chine a refusé systématiquement de s'impliquer dans la procédure. Selon le International Crisis Group, la République populaire de Chine n'a jamais accepté l'intervention d'un tiers dans une dispute de souveraineté et a toujours insisté sur des négociations bilatérales. La Chine a peur que si elle répondait aux Philippines dans cette question d'arbitration, cela risquerait de créer un précédent pour d'autres pays tels le Vietnam, l'Indonésie et la Malaisie qui suivraient l'exemple des Philippines. En guise de réponse, et alors que la décision du tribunal pourrait intervenir fin 2015 ou début 2016, la Chine a accéléré son programme de poldérisation des récifs et atolls qu'elle occupe. Dès le 15 mai 2014, les Philippins présentaient à la presse une série d'images satellites montrant les activités de poldérisation de Johnson South Reef
partie de Union Bank. Union Bank qui se trouve, c'est cette zone-là en fait. Johnson South, qui fait partie donc de Union Bank, transformant celui-ci en une véritable île artificielle. Quelques mois plus tard, des images satellites diffusées par les médias internationaux montraient des activités similaires sur Gaven Reef, qui fait partie du Teaser Bank, Hugh Reef ou McKenna Reef, qui fait aussi partie du Union Banks, Quarteron Reef, qui fait partie du London Reef, et le Mischief Reef et Mischief Reef, qui est Piery Cross, qui se trouve ici. Si la plupart des pays qui ont installé des garnisons dans les Spratlys ont très largement altéré la morphologie des récifs afin de créer des îles et îlots artificiels, ce que les analystes notent, c'est la rapidité et la magnitude des constructions chinoises. Ainsi, le journaliste de la BBC, Wingfield Eye, décrivait les activités sur le Johnson South Reef de la manière suivante. Des millions de tonnes de rochers et sable ont été pompés des fonds marins jusque dans l'atoll afin de créer une nouvelle terre. Il y a un va-et-vient incessant de camions transportant le ciment, de nombreuses et larges grues, de larges tuyaux d'acier. L'un des navires qui opère à Johnson South Reef est le Tianyao, un dragueur long de 127 mètres. Les roches et le sable sont acheminés par un pipeline ou via des barges. D'un point de vue strictement légal, les îles artificielles ne peuvent générer des zones maritimes, car elles ne possèdent pas le statut d'île naturelle, à l'exception d'une zone de sécurité de 500 mètres. Cependant, elles peuvent avoir un rôle très significatif pour la Chine en termes militaires et stratégiques. J'arrive à la deuxième partie qui est la guerre de l'ombre. La littérature sur la dispute dans les Spratlys concentre son attention sur le rôle soi-disant fondamental de la compétition sur les ressources naturelles, telles les hydrocarbures comme le gaz ou le pétrole et la pêche. Or, jusqu'à présent, aucune étude sérieuse n'a démontré la présence de ressources en hydrocarbures conséquentes qui pourraient justifier de fortes tensions entre les États. Les seules informations données à la presse, par exemple, coïncident généralement avec la vente d'actifs d'une compagnie pétrolière et s'apparentent plutôt à de la spéculation boursière qu'à des chiffres sérieux. Voir par exemple la compagnie américaine Creston dans les années 90. D'autre part, les statistiques sur la pêche sont présentées en agrégat et il est donc difficile de connaître la contribution des Spratlys dans les pêches nationales. La région de Palawan, par exemple, qui comprend les Spratlys, contribue pour 20% de la pêche nationale des Philippines. Mais on ne sait pas quelle est la contribution des Spratlys dans ces 20%. Pour comprendre l'un des enjeux généralement passés sous silence, il est nécessaire de casser un mythe, celui de la faible profondeur des Spratlys. En effet, les articles de presse, mais aussi universitaires, notamment anglo-saxons, décrivent les Spratlys comme une zone peu profonde, ou shallow sea, extrêmement dangereuse à la navigation et qu'il faut éviter à tout prix. Cette représentation territoriale classique jusque dans les années 1920 évolue au rythme des missions secrètes des marines des puissances coloniales. Comme l'ont montré les géographes Hancock et Prescott, l'amirauté britannique effectua des recherches hydrographiques secrètes de 1925 à 1938, cartographiant méticuleusement la région appelée Dangerous Ground, et découvrait en 1934 une route maritime secrète traversant cette région et de direction nord-sud. La ligne de pointillé qui est ici, direction nord-sud. La marine impériale japonaise explorait elle aussi le Dangerous Ground. Le Dangerous Ground, c'est la zone en fait en une sorte de patatoïde bleu qui était le tracé classique sur les cartes du 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle. La marine impériale japonaise explorait elle aussi le Dangerous Ground de 1936 à 1938 et établissait des cartes secrètes, notamment de l'île principale d'Ituaba. De son côté, la marine américaine basée à Cavite, aux Philippines, commençait l'exploration du Dangerous Ground, établissant des cartes bathymétriques secrètes et découvrant de 1935 à 1937 une nouvelle route maritime traversant le Dangerous Ground d'est en ouest. C'est donc cette zone-là de Balabac jusque vers le Vietnam. Le commandant japonais Unusuke Kokura résumait parfaitement en 1939 la dichotomie des représentations civiles et militaires des Spratlys.
Il disait « Un fait remarquable est que l'ensemble des îles Spratly peut être considéré comme une sorte de zone fortifiée, car il est connu comme une zone dangereuse sur l'ensemble des cartes du monde. Mais parce que notre marine a étudié méticuleusement cette région, cette zone n'est plus dangereuse du tout pour nous. Nos navires de guerre et commerciaux peuvent librement voyager à travers ces groupes d'îles et se réfugier derrière les récifs. Les recherches hydrographiques secrètes des années 30 permettent aux autorités navales des différents pays de concevoir ce vaste territoire maritime comme un archipel traversé par des routes maritimes secrètes. Les îles des Spratly, après avoir été considérées comme une région à éviter, étaient perçues de plus en plus comme un territoire stratégique pour la puissance maritime qui pouvait contrôler ses routes internes. Durant la Seconde Guerre mondiale, les sous-marins américains basés en Australie patrouillaient la mer de Chine méridionale et traversaient régulièrement le Dangerous Ground en utilisant les routes internes. Leur mission était aussi de poursuivre les recherches scientifiques sur les Spratly, notamment d'étudier les couches salines des Spratly. Ces couches salines, fort nombreuses dans le Dangerous Ground, permettaient aux sous-marins américains de ne pas être détectés par les radars japonais. Ces recherches scientifiques secrètes se poursuivaient par les forces américaines dans les années 1955-1956, alors que les États-Unis remplaçaient la France dans la guerre du Vietnam. Les recherches étaient si poussées que des sous-marins nucléaires américains pouvaient se déplacer sans encombre dans le Dangerous Ground. De fait, il est fort probable que la première traversée du Dangerous Ground par un sous-marin nucléaire s'est déroulée en avril 1972. À cette date, l'USS Sculpin, dirigé par le commandant Harry Mattis, avait pour mission officielle de suivre les navires de pêche du Viet Cong qui, remplis d'armes et de munitions, quittaient l'île de Hainan et contournaient le blocus américain en prenant des routes détournées pour décharger ensuite leur cargaison sur la côte du Vietnam. Le navire de pêche vietnamien traversait le Dangerous Ground avant de s'approcher des côtes vietnamiennes. La description de la traversée du Dangerous Ground par le Sculpin est en fait peu réaliste. De fait, l'amiral Larson, qui est l'auteur, explique que l'équipage n'avait qu'une carte avec des sondages réalisés en 1882. Tout au long de son discours, les clichés classiques d'une mer peu profonde et de nombreux récifs parsèment le récit de la traversée des Spratly. Si l'on en croit l'amiral, l'équipage du sous-marin nucléaire aurait été bien moins équipé que les équipages des sous-marins de la Seconde Guerre mondiale. Il est fort probable que la traversée du Dangerous Ground par le Sculpin avait d'autres motivations que de poursuivre un simple navire de contrebande d'armes. Un avion de type P-3 Orion accompagnait le sous-marin. Notre hypothèse est que la marine américaine n'aurait sans doute pas pris le risque d'utiliser un sous-marin nucléaire pour si peu de choses. Il est plus raisonnable d'imaginer que le Sculpin avait soit pour mission de collecter d'autres informations scientifiques sur les Spratly, soit de tester l'opérationnalité des recherches scientifiques précédentes. Ainsi, si un sous-marin nucléaire américain était capable de traverser sans encombre le Dangerous Ground, le risque est qu'un sous-marin nucléaire ennemi puisse en faire autant. Ainsi, la représentation stratégique du gouvernement philippin concernant les Spratly s'exprime par exemple dans la publication sur le Kalayaan Island Group, le nom des Spratly, du ministère de la Défense de 1982. Selon le ministère de la Défense, la région, le Dangerous Ground, n'a jamais été suffisamment cartographiée. Mais il est connu qu'elle contient de nombreux îlots, récifs, atolls séparés par de profonds passages. Si une nation hostile peut cartographier cette région avec un degré tel qu'elle peut faire naviguer un sous-marin porteur de missiles balistiques, cette nation peut stationner des sous-marins de type Polaris et pourrait être capable de contrôler ou menacer une région dans un rayon de 4000 km, contenant un tiers de la population mondiale, dont l'ensemble de l'ASEAN. La bathymétrie de la région est telle qu'il n'est pas possible de détecter un sous-marin. Donc, il est impossible de contre-attaquer. L'espace maritime du Dangerous Ground est donc structuré par des routes internes, dont les deux axes nord-sud et est-ouest. Le choix d'occupation des éléments géologiques semble suivre une logique de contrôle des routes internes. Ainsi, si en 1956, Taïwan n'occupe que l'île d'Itoaba, le Vietnam va principalement occuper des îlots et des récifs qui contrôlent l'entrée ouest de la route est-ouest. Les Philippins, à partir de la fin des années 60, privilégient le contrôle de la partie nord de la route nord-sud, Ititu Island étant le quartier général, Pagasa, et la plupart des îles qui sont ici sont occupées par les Philippines. La Chine, arrivant en bonne dernière dans la conquête des Spratly, n'a plus que des récifs pour s'installer.
en expulsant les Vietnamiens de Ferry Cross en 1988. Les troupes chinoises peuvent dorénavant contrôler les mouvements dans la partie ouest de la région Est-Ouest. En prenant le contrôle de Mischief Reef en 1995 au cœur de la zone économique exclusive des Philippines, les Chinois peuvent observer, voire interférer avec les mouvements des Philippins le long de la route nord-sud. Les nouveaux polders chinois décrits au-dessus permettent de renforcer la présence chinoise le long des routes nord-sud, dans le Tizar Bank et Union Bank, et est-ouest, le London Reef. Ainsi, il est fort peu probable que la Chine accepte les décisions du tribunal qui seraient favorables aux Philippines. Ces positions sont renforcées au point qu'elle pourra rapidement bloquer le ravitaillement des garnisons des Philippines, toutes situées dans le nord. Dès le début de l'année 2015, des navires chinois tentaient de bloquer, par exemple, le ravitaillement de la garnison des marines philippines située dans une épave volontairement échouée sur le second Thomas Shoal, qui est donc ici. Cette tentative créait un précédent, celui d'entraver la liberté de circulation au cœur même des Spratlys. Or, si les États-Unis sont toujours restés neutres sur la question de la souveraineté sur les Spratlys, la limite à ne pas dépasser était la liberté de circulation des navires et avions au-dessus de la mer de Chine méridionale. Donc la question qui se pose, assisterions-nous à un changement d'échelle de la politique américaine? De fait, au début de ce mois de mai, la marine américaine étudiait la possibilité de patrouilles au sein du Dangerous Ground, afin de veiller à la liberté de circulation dans cet espace disputé. Ce passage d'un concept très flou, la liberté de circulation en mer de Chine, à celui beaucoup plus précis de liberté de circulation dans les Spratlys, comporte des risques accrus d'accrochage entre les marines chinoises et américaines. En conclusion, depuis le mois d'avril 2012, la situation en mer de Chine s'est profondément dégradée. La demande d'arbitration des Philippines a eu pour conséquence l'accélération des programmes de poldérisation des récifs tenus par les Chinois. Cette accélération des activités chinoises a aussi mis en valeur le rôle de contrôle des routes maritimes internes dans les Spratlys. Ces routes internes ont longtemps été tenues secrètes et structurent cet espace maritime. Leur contrôle permettrait à une puissance de menacer directement une partie du monde. Il est donc nécessaire de neutraliser cette région, et cela passe d'une part par s'assurer de la liberté de navigation au sein de ce territoire, et d'autre part de faire signer un traité de dénucléarisation de cet espace, à défaut de le faire pour l'ensemble de la mer de Chine. Toute l'histoire des Spratlys depuis le XXe siècle a été d'éviter qu'une seule puissance puisse le contrôler. L'ASEAN, entre autres, devrait s'assurer que ce principe est respecté. Merci. Merci.